Donc, oui, donc tu es reconnu comme chercheur en données de naissance. Ça, c'est tout ce travail que tu fais dans l'ombre, mais il n'y a pas que ça. Ça a été le drame de ma vie. C'était un peu le drame de ma vie, parce que au bout d'années de recherche d'actes de naissance, on m'a pris pour un affreux maniaque de la collection de dates, en oubliant complètement que j'étais quand même un petit peu astrologue. Oui. Et donc j'ai très vite réalisé et corrigé le tir, ou essayé de le corriger. Alors, dès l'instant où j'ai pris pied, ou racine même, aux éditions traditionnelles, dans ce bouquet Saint-Michel, j'ai commencé mes articles, mes modestes articles, et ça donnait suite à toute une série de commentaires oraux de mes petits articles de date de naissance. On commentait les thèmes en public et en toute liberté. Et le titre de nos réunions, ça a été un titre trouvé par André Brère, Astro-Liberté. Et donc, j'ai doublé les articles écrits dans l'Astrologue, dont le rédacteur en chef était André Barbeau, publié par les éditions traditionnelles André Brère. J'ai doublé ça par des séances d'interprétation commune, collective et en toute liberté. Oui, c'était souvent en aveugle aussi, d'ailleurs, je me souviens. Alors, c'était souvent en aveugle. Tu distribuais le et thème. c'est resté en aveugle. Tu distribues le thème. Je castre les personnages en coupant leur nom et en laissant la parole aux auditeurs. Et on a commencé aux éditions traditionnelles en 94, je crois, à raison d'une fois la semaine. Et ça se poursuit jusqu'actuellement, 2024. C'est quand même énorme. C'est une longévité assez extraordinaire. Ça fait donc 30 ans. Une petite interruption pendant mon année hôpital ou mes mois hôpital, où Marc Brun a bien continué les publications de dates et les commentaires de dates, mais où il n'y avait plus en effet les réunions. Marc Brun, président de la Fédération des astrologues Marc français. Brun, qui est devenu en effet président de l'AFDAF. Et ces réunions ont eu lieu au départ aux éditions traditionnelles, dans une salle hallucinante qui était derrière la librairie, et je dis hallucinante parce qu'on était entouré de milliers de livres qu'avaient publiés les éditions, et ça se passait donc dans une ambiance tout à fait magique. Moi, j'étais écrasé par le poids de toute cette culture. Et voilà. Et Fabrice, justement, Fabrice, je l'ai rencontré à cette époque, c'est-à-dire il y a quand même quelques décennies. Et voilà. Et depuis, on collabore, on entretient en tous les cas les meilleurs rapports. Oui. Et comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, je tiens Fabrice pour un des grands astrologues. Alors on va couper tout de suite là parce que... Non, Didier, je l'ai connu par le biais du 11 quai Saint-Michel. Voilà. À ce moment-là, je préparais un grand travail sur André Breton et j'avais demandé à André Brère s'il aurait, à tout hasard, des correspondances entre René Guénon
et André Breton. Donc, alors les éditions traditionnelles, évidemment, j'ai commencé à les visiter dès l'âge de 17 ans. Voilà. Puisque c'était l'endroit où on allait tous. Et donc, à cette occasion, André, il me dit, à ce propos, tous les dimanches, on organise des Astrolibertés avec Didier Gélin. Écoutez, à ce moment-là, on se vouvoyait avec André. Il me dit, venez donc. J'ai fait avec grand plaisir. Et donc, c'était en 95 ou 96 que je suis arrivé. Et c'est là où j'ai fait la connaissance donc, de Didier. Et alors, les Astrolibertés étaient passionnantes. Parce que d'abord, on était beaucoup. Quelquefois, on était bien une trentaine dans cette petite salle. Elle était pleine comme un œuf, c'est le cas de le dire. Et c'était très intéressant parce que, d'un point de vue, je dirais, sociologique, astrologique, on voyait les différentes écoles qui se regroupaient. Alors, il y avait les tradis symbolistes qui étaient à gauche, il y avait les spécialistes de la lune noire qui étaient dans le fond, les humanistes qui étaient à droite, et puis je ne sais plus qui après. Et alors, Didier donc, mettait au tableau un thème en aveugle, et puis il fallait essayer de s'approcher le plus possible de la personnalité donc, de l'intéressé qui était au tableau. Et force est de reconnaître que l'impulsion était toujours donnée du côté des tradis symbolistes. Ah oui. Le départ était toujours donné par là. Tu te souviens quand même. Oui, je me souviens. Et c'était intéressant parce que ça donnait une émulation. C'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait une émulation et c'était vivant quelquefois. Bon, on s'apostrophait un peu parce qu'il y avait des petites guillemets, mais c'était sympathique. C'était toujours cordial. Oui, toujours. Oui. Alors c'est comme ça que j'ai connu Didier à cette occasion et puis voilà, comme il vient de le dire, ça fait maintenant, ça fait bien 30 ans. Ça fait déjà 30 ans. Un cycle de Saturne. Voilà. Oui, un cycle saturnien. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, les différents courants étaient plus proches les uns des autres qu'aujourd'hui, ou est-ce que... Je sais pas forcément. Non, disons que... Aujourd'hui, à l'AFDAF, il y a encore... C'est-à-dire qu'il y avait les éditions traditionnelles, qui étaient un foyer où on se rencontrait tous. Donc c'est vrai qu'on était amenés à se côtoyer. Alors que maintenant, ce foyer n'existe plus. Donc c'est vrai qu'on est plus éparpillés, on est éclatés. Il y a une atomisation. Oui. Il y a une atomisation complète des groupes astrologiques. Alors avant, il y avait en effet quelques grands phares, quelques grands aimants, comme les éditions traditionnelles, la librairie Astre, il y en avait comme ça, qui regroupaient toutes les... Mais maintenant, c'est parti dans tous les coins. Et moi, je sais que qu'au traditionnel, on avait régulièrement 30-40 personnes. Maintenant, j'en ai une dizaine réguliers. Oui, parce que Didier continue maintenant. Oui, mais alors, il continue à Paris, place de la Bastille, dans un café. Après un long cheminement. Bien sûr. Alors, justement, puisque on a évoqué cela tout à l'heure, à la fermeture des éditions traditionnelles, je n'avais plus de lieu. Et très vite, j'ai été hébergé par l'Agapé. Solange, connaissant mon malheur, Solange de Mélinel m'a dit, mais Didier, je te donne les clés de l'Agapé. Locaux de l'école d'Agapé. Et j'ai donc continué, perpétuer les Astrolibertés au siège de l'Agapé. C'était dans le 7e, je crois. Et ensuite, j'ai trouvé refuge, c'était très pratique, à côté de chez moi, à la librairie Astre, et je salue Madame Gourdon qui a fait beaucoup pour l'astrologie, et Jean-Pierre qui tenait la librairie. Et là-bas encore, c'était fédérateur. C'était fédérateur. Non seulement les astrologues s'y retrouvaient, mais il y avait aussi les numérologues, il y avait les tarologues, et on se retrouvait à ces séances d'Astroliberté nombreux. J'ai fait encore 30-40 régulièrement de personnes. Et puis la librairie Astre, comme tant de librairies, a dû fermer. Et là, je me suis retrouvé chez moi, carrément. 11 passages, c'était le 9 passages Saint-Sébastien, qui est devenu un lieu astrologique, puisque beaucoup d'astrologues de renom
dont Fabrice est passé, André, qui venait me voir régulièrement. Et... Mais il y a une chose quand même que je voulais signaler, parce que depuis le début, Didier parle de sa collaboration pour les donner naissance, mais Didier a enseigné l'astrologie. Il ne le dit pas, il a oublié de le dire depuis le début, parce que je l'écoute. Il a enseigné l'astrologie, il a donné des cours d'astrologie. J'ai eu, je pense, plus de 1000 élèves. Voilà, c'est une chose qu'il n'a pas dite. Oui, alors, parce que moi, je t'ai connu en tant que ton élève. Voilà. Je dois énormément de choses aux maisons des jeunes et de la culture, aux centres culturels de la région parisienne, car sans eux, je n'aurais aucune retraite. Aucune. J'ai enseigné à Meaux, j'ai enseigné à Aubonne, à Saint-Leu-la-Forêt, à Mantes-la-Jolie, à Courbevoie. Ah oui, tu faisais toute la petite couronne. Oui. Et à Courbevoie, j'ai Monsieur Pasqua, avec lequel je n'avais je dois dire aucun atome crochu particulier, qui est venu me chercher à Courbevoie pour me donner Puteaux. Et j'ai enseigné à Puteaux quelques années, et c'est grâce à Pasqua. Mais c'est quand même intéressant. Qui depuis, j'ai appris depuis, qu'il faisait de l'astrologie et qui faisait des réussites de tarot, enfin tirait les cartes. C'est étonnant, on n'imaginerait pas du tout. Pareil. Le pouvoir avec l'astrologie, c'est toute une histoire. Hein. Et tout le monde sait que je suis plutôt engagé côté humaniste, c'est-à-dire plutôt un peu gauche, d'ailleurs on m'appelle le Duc Rouge. Et je dois dire que la droite m'a donné quand même des marchepieds assez extraordinaires. Ne serait-ce que l'irruption de Pasqua, qui d'un seul coup m'a mis en prof d'astrologie à Puteaux, qui est la commune la plus riche de France. C'était quand même quelque chose. Non, parce qu'aujourd'hui, donc, Astro-Liberté se passe aux associés à Bastille. Alors donc, édition traditionnelle, Agapé, Astre, chez moi, et comme malgré tout, dans mon thème, il y a un peu de Vierge et du Taureau, je me suis dit, soyons pratiques, c'est à 2 pas de la Bastille, trouvons un lieu pas trop loin de chez moi. Et puis alors là, je suis tombé en fascination devant le génie de la liberté. C'est le génie de la liberté qui m'a envoûté. Ça m'a acheté un sort, je me suis dit, c'est là qu'il faut que je m'implante. Et à la Bastille, j'ai quand même jeté l'encre une première fois au Falstaff, ensuite à l'Indiana, et maintenant je me trouve tout simplement aux Associés, qui est une brasserie tout à fait exceptionnelle. À fait, ils sont d'une gentillesse rare. Et donc c'est environ une fois tous les 15 jours le dimanche, c'est ça? Alors c'est tous les dimanches, sauf imprévu. D'accord. Sauf imprévu, mais les habitués sont prévenus par mail qu'il y a un imprévu, mais c'est très rare. Quand il y a un imprévu, c'est une fois par an. D'accord. Et donc il y a les Astro-Liberté l'après-midi, et parfois tu donnes des ateliers sur les transits, quelquefois c'est tout simplement Astro-Liberté, c'est-à-dire on traite l'actualité. Quelquefois ça obéit encore à des coups de cœur. Je sors un personnage un peu oublié. Et puis d'autres fois, on groupe sur les complexes bertoniens, sur les femmes illustres, sur les assassins, sur Voilà. Mais sur des sujets bien ponctuels et bien précis. Mais là, il te tient à cœur de recommencer un cycle de cours. J'aimerais bien reprendre un cours, mais avec les bases. André Barbeau me disait toujours, comme tu qualifies l'astrologie que tu fais, dis bien que c'est une astrologie classique. Ne dis pas que c'est une astrologie traditionnelle, ou ceci, cela. Emploie le mot classique.
Et c'est vrai que je me retrouve bien dans cette appellation. Donc c'est de l'astropsychologie en fait, non? J'aime pas trop non plus le terme, parce que l'astrologie psychologique, ça veut tout dire, tu sais. Tu prends 10 thèmes, tu fais une analyse psychologique des 10 thèmes, tu mélanges les thèmes et tu les présentes aux 10 participants, mais pas forcément à la bonne personne. Tu les dispares, ils se retrouvent tous. Ils se retrouvent tous. La psychologique, c'est vague. Je pense qu'il faut... J'aime bien le mot classique. D'accord. Et classique, ça implique malgré tout la prévision. Je ne dis pas la prédiction que je condamne, mais ça implique quand même la prévision. Je trouve que la prévision, c'est presque l'honneur de l'astrologue. Tout comme la corne et l'honneur du matador. Si on lime les cornes, il n'y a plus d'honneur. Ma première rencontre avec André, ça m'a marqué. André Brère m'avait dit, toi qui connais André Barbeau depuis ton bac, il faut que tu ailles le voir. Alors j'ai sonné au 44 avenue du Général Bruserie, c'était comme ça. Je suis tombé sur un André tout simple qui m'a dit tout de suite, Didier, on se tutoie, sinon on n'y arrivera jamais. Alors pendant 2 heures, j'ai mélangé les tu et les vous. J'étais prêt à l'appeler maître. Et puis je m'y suis fait. D'un seul coup, on s'est tutoyé. Donc c'était un homme plutôt simple. Oui, absolument. Il était très simple. Une simplicité. Oui. Très ouvert, très simple. Et je crois qu'il a senti chez moi l'homme, je dirais pas de la terre, parce que j'ai jamais été le jardinier de l'astrologie. Je prétends être quelquefois. Ça fait partie de mon folklore, ça. Mais j'ai quand même une enfance rurale. Fabrice est la fleur de l'intelligentsia parisienne. Le vieux Paris, les lieux de mémoire d'André Breton, des surréalistes. Oui, bien sûr. J'ai un petit côté comme ça quand même. Bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi à Paris. Mais toi, toute ton enfance, c'est à Paris. Ah oui, je suis arrivé à Paris, j'avais 1 an et demi. Ben oui. Mais pour revenir à André, moi la première fois que j'ai vu André, j'avais 18 ans. Je suis allé le voir en consultation. C'est ma première rencontre avec lui. Parce que je voulais voir comment travaillaient les astrologues. Et donc j'ai été le voir. Alors c'est vrai que j'étais ressorti à la fois, comment dirais-je, séduit par l'homme, et puis très en colère par ce qu'il m'avait dit. Ah bon? C'est-à-dire que séduit par l'homme parce qu'il avait d'absolument charmante, mais très en colère parce que ce qu'il m'avait dit ne corroborait pas avec mes objectifs. Et quand on a 18 ans, on défonce les murs. Et j'étais sorti et je me suis dit, tu verras bien si je ne fais pas ce que j'ai décidé de faire. Mais c'était pas contre lui, c'était par rapport au fait qu'il n'avait pas recoupé mon désir. Et puis, force m'a été de constater au fil du temps, là je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il avait raison. C'est lui qui a eu raison. Et donc, parce que quand il a ouvert la porte, il m'avait assez surpris. Il ouvre la porte, c'était un tout petit bonhomme, tout menu. Il ouvre la porte et il me dit cette chose extraordinaire, il me dit « Entrez, cher confrère ». Ah oui. Alors je l'ai regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Entrez, cher confrère. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et bon, on a monté les escaliers qui menaient à son bureau. Il a commencé à interpréter mon thème. Et puis très très vite, je lui ai dit, vous savez, bon, je m'intéresse à l'astrologie. Alors évidemment, un jeune garçon de 18 ans qui s'intéresse, son regard s'est mis à pétiller. Il a levé les bras, il a dit, oh, mais c'est fantastique. Est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites des transits? Je lui ai dit oui. Et je l'entends encore me dire, il est mou votre oui. C'est-à-dire que je ne faisais pas beaucoup. À ce moment-là, je faisais des révolutions solaires. Il me dit, foutez-moi ça dehors. Il était comme ça. Foutez-moi ça dehors, les révolutions solaires, ça vaut rien. Il me dit, vous faites des transits. Alors il me dit, vous prenez des petites épingles, et puis chaque couleur d'épingle correspond à une planète. Il m'a dit.
Alors je suis reparti avec beaucoup de choses, mais contrarié sur mon désir. Bon, bref. Et je l'ai revu après, des années plus tard, quand j'ai envoyé un article à la revue L'Astrologue qui était consacré à André Breton. Et André Brerme m'appelle et me dit « André Barbeau veut vous voir ». Je dis « Merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Alors je vais donc le voir, au même endroit, toujours, là-bas, Général Brunet. 44. Et il me dit « Dites donc, il ne se souvenait plus, parce que j'avais vu 18 ans, mais c'était dans les années 90. Là. Moi, je me souvenais, mais lui, il ne se souvenait plus. Puis il me dit « Dites donc, il me dit j'ai lu votre étude, elle est bien. » Il me dit, vous êtes sûr de la date de naissance? Ah, j'ai fait, oui, il y a une histoire avec Breton, j'ai fait, il avait modifié sa date de naissance. Ah, il me dit, oui, mais ça me fout dedans, parce que dans ma collection Zodiac, j'ai fait l'étude du thème avec une base de données fausses. J'ai fait, oui, mais vous n'y êtes pour rien. J'ai fait, c'est lui qui avait truqué, parce qu'il ne voulait pas être Poisson, il voulait être Verseau. Et donc, il avait avancé sa date d'1 jour. Mais j'ai fait, en faisant ça, il prouvait bien qu'il était Poisson. Parce que le Poisson, il aime bien maquiller. J'ai fait démontrer qu'il était bel et bien Poisson. Il me dit, oui, mais il me dit, vous vous rendez compte, dans ma collection Zodiac, le thème, il est faux. J'ai fait, oui, mais écoutez, vous n'êtes pas le seul à avoir travaillé sur un thème de Breton qui est faux. Et puis là, il y a on a commencé à entretenir des liens, et puis on a continué à se voir. J'ai quand même 4 livres inédits d'André Barbeau en ma possession, qu'on a fait ensemble. Aperçu astrologique sur l'amour, qui est remarquable, les grands cycles planétaires, la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il repasse toute la Seconde Guerre mondiale, il fait tous les thèmes des grandes figures, plus les grands cycles. J'en ai quand même 3, il n'y a aucun éditeur qu'on veut. T'as pas l'astrologie météorologique? Ah non, mais ça, c'est son premier livre, je l'ai. Son premier, je l'ai. Oui, un jour, je lui avais apporté. J'ai fait, dis donc, je l'ai trouvé. Ah, il me dit, dis donc. Et il me dit, non, oh là là, je l'ai fait, j'étais trop jeune. Mais c'est un livre très sérieux. Il y avait déjà tout son sérieux, énorme le boulot qu'il a fait. C'était son premier livre, et il est loin d'être inintéressant. Mais évidemment, il me dit, je l'ai fait trop tôt, j'étais trop jeune, il me dit, tu te rends compte? Mais non, mais le bouquin est très sérieux, on a déjà tout son sérieux, le corpus, le livre, oui, ça s'appelle l'astrologie météorologique. Et je lui avais apporté, il avait rigolé. Il m'avait dit, c'est pas vrai que t'as dégoté ce truc-là. Alors donc, voilà, c'était donc... Alors contrairement... Et quand j'allais voir Didier, à l'époque il habitait à Paris, le soir, des fois il m'invitait à dîner chez lui, très gentiment, on parlait de tout sauf d'astrologie. On parlait de littérature, de musique, de tout, on parlait de tout sauf d'astrologie. Moi, l'astrologie a surtout toujours été une clé pour rentrer dans des univers artistiques. Il ne faut pas oublier qu'après mes bacs, j'étais élève à l'Institut des hautes études cinématographiques, que mon rêve, c'était non pas de faire de la mise en scène de cinéma, que j'aimais beaucoup. Pendant 3 ans, j'ai vu 3 films par jour, mais à la Cinémathèque. Mais moi, mon rêve, c'était de faire de la mise en scène de théâtre et surtout d'opéra. C'est là qu'on retrouve le Duc Rouge avec la flamboyance du lion et ma Vénus en lion. Mais alors l'astrologie, c'est pour moi une clé pour rentrer dans les univers picturaux, musicaux ou littéraires. Je me souviens des premiers cours que j'avais suivis avec toi, ça m'avait passionné. C'était, ça devait être le thème de Suzanne Valadon et Maurice Utrillo. Oui. Parce qu'il y avait une exposition à l'époque. Et alors là, quand tu vois l'univers de Suzanne Valadon et du trio, tu comprends tout de suite le thème, la balance ultra et le capricorne ultra. Le capricorne qui parle les volets fermés avec des façades blêmes, des cieux. Voilà, des paysages toujours désertiques, alors que elle, c'est toute cette rondeur harmonieuse de la balance. Et c'est vrai que quand tu mets en parallèle... Mais les thèmes de créateurs, c'est ce qu'il y a de mieux à étudier. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu des tableaux de Pierre Soulages, je me suis dit, bon, il y aura Pluton forcément quelque part. Je monte le thème, et qu'est-ce qu'on voit? Une opposition Soleil-Pluton. C'est clair. Voilà. C'est vrai que chez les créateurs, c'est là où la symbolique astrologique se révèle d'une la façon la plus subtile. Et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de travailler sur des thèmes d'artistes, de créateurs, parce que vraiment, ils arrivent à exprimer les thèmes à des octaves vraiment tout à fait surprenants. C'est vrai, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup pour ça. Hein. D'ailleurs, c'est ce que tu fais d'ailleurs dans tes cours. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que tu fais dans tes cours. Ah oui, il n'y a pas mieux. Hein, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis pour faire aimer l'astrologie, je crois qu'il n'y a pas mieux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas mieux, je crois. Oui. Pour passionner les gens, il n'y a pas mieux que de travailler avec des artistes et autres. Hein. C'est ce qui va. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait des personnes qui me demandaient mais comment on pourrait faire, parce que le problème de l'astrologie, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est qu'une fois qu'on a assimilé toutes les données, l'astrologie commence à l'interprétation. C'est quand on est devant le thème. Et c'est là où ça se corse. Et c'est là où il y en a des gens qui ont fait 5 ans d'études, puis ils sont devant un thème, ils ne sont pas foutus de l'interpréter, ils n'y arrivent pas. Bah oui, on ne sait pas par où. Et oui, parce que c'est là que ça commence. C'est comme la musique, on apprend le solfège, puis après, quand on va passer à la composition, c'est compliqué. Je dis toujours qu'un thème astrologique, c'est comme une partition musicale. Oui, absolument. Une partition musicale, un nocturne de Chopin, il peut être joué par un débutant, et ce sera ce que c'est. Et il peut être joué par Samson François ou Wassenberg, et ce sera entièrement pareil, mais différent. Il y a plein bien de... Sûr. Bien sûr. Il y a l'interprète qui... Oui, et puis alors après, donc le mieux, je leur avais dit, regardez l'émission de Delahousse, Un jour un destin. Ouais. Et puis vous suivez, puis vous notez sur un papier à quelle configuration peut correspondre l'événement, puis après vous prenez le thème, puis vous regardez. C'est une façon vivante d'apprendre l'astrologie. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est juste dans les livres. Non, voilà, oui. Et donc vous êtes rencontrés souvent chez André Barbeau, ou c'était simultanément? Pas souvent, non. Chez André, oui, mais deux, trois fois. Pas plus que ça. Non, on avait bu champagne une fois, je me souviens. Oui, parce qu'André adorait le champagne. C'était habituel. Voilà. Mais je crois qu'on a dû se rencontrer 2 fois chez lui. Oui, je ne sais pas. Je sais qu'on s'est vu quelques fois, mais pas très régulièrement. Les dernières années, je le voyais 1 fois par mois, André. J'allais le voir 1 fois par mois. Généralement, alors évidemment, on passait l'après-midi complet. Hein. On arrivait à 14h, je repartais à 18h. C'était, vous ne voyez pas le temps passer. Hein. Et vous faisiez des thèmes et des thèmes. Non, oui, et puis on discutait de tout. Alors évidemment, on parlait, puis André ramenait toujours à une configuration planétaire, toujours. Donc on repartait, mais non, c'était... Il sortait ses vieux cahiers avec tous les thèmes. Je les ai, ces cahiers, moi. Tous les ans. Je les ai récupérés, puisqu'après... Anne ne voulait pas forcément les conserver. Donc tous ces... il a fait depuis le début des cahiers, astronome, peintre, musicien, et il faisait les thèmes à la main avec des petits commentaires. Donc j'ai récupéré tous ces cahiers. Je les ai tous en ma possession, une bonne partie. Quelque part, c'est un petit peu ce que tu fais avec tes brèves aussi. Enfin, c'est... Faire des dossiers comme ça, là je vois le... Oui, alors lui c'était vraiment à la main. Non, mais c'était très émouvant parce que c'était des cahiers d'écoliers. Il y avait avec le tampon, et puis quelquefois il illustrait. Alors il y avait un côté très enfantin en même temps, parce qu'on l'imaginait faire ça, un côté très studieux, très scolaire, et puis en même temps très passionné. Et ces cahiers sont très émouvants. C'est toute la passion d'un astrologue qu'on a là. Et il passait tous les thèmes, puis il mettait des petits commentaires dans la marge, son aspect, ou alors un transit. Et ça, c'est très émouvant, parce qu'on voit toute la passion, quoi. Et c'est dément. C'est une vie complète, hein. Et je crois que c'est un exemple unique dans l'astrologie, parce qu'il a commencé à 14 ans avec son frère aîné, et il n'a fait que ça toute sa vie. Il n'a fait que ça, il n'a pas fait autre chose. Non, il a toujours fait. Il n'a fait que ça, c'est unique, parce que tous les astrologues avaient des métiers en parallèle. Lui, André, n'a fait que ça. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Voilà, donc personnage attachant. Et en même temps, André nous lie parce qu'on a une même vision de l'astrologie, Didier et moi. Ah oui. On a le même regard sur l'astrologie. Oui, absolument. Oui, on a le même regard. C'est-à-dire, travailler essentiellement avec les planètes. Enfin, on fait de l'astrologie, on ne fait pas de la zodiacologie, ni de l'astéroïdologie, comme les baptisés maintenant les nouveaux astrologues qui travaillent avec les cailloux. C'est ça. Et alors là, c'est, comme je dis, quand ils ont posé tous les astéroïdes, le thème il ressemble à une boîte de petits pois. Tu ne peux plus l'interpréter. C'est du délire. Absolument. Voilà. Donc, oui, on est resté astrologue, simplement. Classique. Oui, voilà, classique. On va dire ça comme ça, classique. Oui. Donc, on se rattache à André, quoi. On est dans le sillage. Berton, je ne l'ai pas connu, moi. Et j'ai écouté ses cours sur les cassettes. Alors, il était passionnant, Berton. Un passionnant. Conteur. Voilà. Un conteur. Ah oui, ça c'est clair. Un grand conteur, un grand
comédien au plus beau homme de théâtre, sens je crois, de homme toute de façon. théâtre, c'était sa vie. Hein. Voilà. C'était Ça sa se vie. sent, ça se sent. Si André, sa vie, c'était l'astrologie, Berton, je peux dire que sa vie, c'était le théâtre. Oui, ça se Et sent. le théâtre au plus haut niveau. Hein. Ouais. Quand on écoute ses cassettes, ça se sent. Ouais. La manière dont il présente, on sent qu'il y a un côté... Alors Moi, André, moi je dirais astrologue, moi- mais c'est un historien aussi quelque Et- part. oui, Enfin, bien Ah oui, sûr. alors j'ai toujours pensé que André aurait aimé être historien. Il avait oui, une bien passion sûr. pour l'histoire. Je crois que ça. l'astrologie mondiale, c'était aussi parce qu'il avait une passion pour Exactement, l'histoire. parce que Ah oui, oui. C'est impressionnant la c'est connaissance grâce à qu'il ça avait qu'il de a pu l'histoire. faire des hein. corrélations. Ah aussi. oui, Et la énorme. géopolitique. Oui, La ah géopolitique. oui. Voilà, c'est Ah ça. oui, non, c'était impressionnant. D'ailleurs, il avait chez lui une encyclopédie en géopolitique quand on a fait l'inventaire de sa bibliothèque, de ça. C'était impressionnant. Hein. Voilà. Ah oui, oui. C'était... Donc Non, André, non. c'est plus le côté histoire, et donc Berton avait Berton, plus un un grand, poète, grand pouvoir émotionnel. Moi, Oui. j'ai vu la salle de cour pleurer. Et lui-même, quand il disait un texte, il avait les larmes qui C'était un coulaient. poisson, de toute façon, Berton. Hein. Bah oui. Ah oui, il est dans le monde de Neptune, Ouais. d'émotion. Hein. Ouais. André était un uranien. voilà, un uranien pur. Oh, voilà. Oui, oui, oui. Alors, ce côté poisson de Jacques, c'était merveilleux parce que ça alimentait le comédien, le conteur et le pédagogue, parce que moi je buvais tout, hein. Mais comme je réécoute ses cours, je te dis, les orbes des carrés étaient quelquefois de 8 degrés, 10 Oui, oui. degrés. Il y avait l'élasticité C'était du une poisson. Neptunienne. Ah oui, c'était- L'accordéon, l'accordéon. Moi, quelquefois ça me terrifie, je dis. Oui, oui. J'ai beau être neptunien, quand Oui. même. Oui, la Vierge. Il faisait fort. Hein. Oui, oui, il y avait de l'accordéon là. Ah oui, il y avait de Oui, oui, l'accordéon. oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, les complexes astro. Oui. Alors, Ça, moi, comment ça lui est venu Ça, là-dessus, moi, je suis Alors, très réservé sur les oui. complexes. Ah bon Alors Oui, moi, je oui, suis oui, de oui. la même façon réservé, Ah, ça fonctionne en assez ce bien. sens. D'ailleurs, c'est l'année que Ça fixe trop. je que trouve. j'ai suivi avec le plus grand plaisir, le plus grand enseignement, mais avec quand même une certaine, pas méfiance, mais au moins distance. Car autant il y a des complexes dont il a bien trouvé les corrélations, les vrais complexes freudiens ou adlériens, c'est le complexe d'Oedipe, le complexe de castration, le complexe d'Électre en nativité, castration en nativité féminine, les complexes de supériorité et d'infériorité, tout ça sont des complexes classiques, mais il a inventé à lui des complexes Oui, hier je disais. complètement le hors, complexe de Tarascon. oui, hors orthodoxie. Mais il y avait quand même quelque chose de très vrai. Le complexe de Tarascon, pour lui, c'était des dissonances Jupiter, avec son pouvoir de grossissement et d'emphase, sur Mercure, qui est le narratif, si tu veux. Oui, donc le côté Alors, fanfaron. et alors évidemment, c'est la sardine qui bouche le port de Marseille, c'est le lion de Daudet, mais ça peut être aussi le sens du grand et de l'emphase de Frédéric Mitterrand, qui a le même complexe. Et ça jouait pas là dans le grossissement et la caricature de certains traits, mais dans l'emphase verbale. Moi, je trouve que ça fixe trop les choses. Par exemple, Jupiter-Pluton, complexe de la mafia. Je trouve que déjà, quand on dit complexe de la mafia, Oui. ça a une connotation. Oui. La Oui. mafia, Quand on tu sait ce que penses ça que- veut dire. Hein, Oui. c'est Ouais, pas ouais. vraiment. Mais Et alors, Quand tu tonton, penses j'ai que pas Gandhi fini. l'avait. Ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai vu des tas de thèmes. Moi, j'ai un trigone Jupiter-Pluton. J'ai rien à voir avec la mafia. Alors, ça oriente trop l'interprétation et c'est pas bon parce que Jupiter-Pluton, ça peut donner des psychanalystes, ça peut donner des oncologues. C'est des Jupiter qui va dans le monde de Pluton. Alors, ça peut avoir un côté mafieux, mais c'est pas que ça. Complexe de la mafia. Ça oriente l'interprétation. Et je trouve que c'est pas une bonne chose. Pour moi, enfin, je trouve que là, il y a quand même un risque. Hein. Ouais, c'est Et un souvent, peu, j'entends Jupiter-Pluton complexe de la mafia. Je dis là, doucement. Attention. Et ça peut être ça. Mais si on monte des thèmes de mafia, on va pas trouver forcément des aspects Jupiter-Pluton. Vous voyez. Donc, c'est ça qui me dérange dans ces complexes. Fabrice, il a sortissé son cours quand même en disant que ça pouvait être des gens
en proie à la mafia, victime de la mafia, même ou juge antiterroriste. Même pas. Moi, j'ai jamais été victime de la oui. mafia. Non, mais ça marche pas. Oui, mais... Non. Moi, je trouve que ça fixe les choses, ça les oriente et ça les réduit. Oui. Ouais. Non, mais en même temps, ça peut aider au début. Ça peut aider quand on débute en astrologie, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans un systématisme. C'est ça. Voilà. Mais après, c'est vrai que le complexe de castration, Oedipe, tout ça, c'est les vrais complexes. Oui, absolument. Après, ceux qui sont inventés, c'est une autre histoire. C'est les mythes, les mythes personnels. C'était un poisson. Hein. Il avait l'univers neptunien qui était là. Hein. Et donc, il avait des connaissanses en mythologie. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai ses livres, moi. Sa quatrième année à l'ESAP était consacrée à l'astromythologie. Et il connaissait bien. Aujourd'hui, beaucoup d'astrologues aujourd'hui utilisent la mythologie. Oui, bien sûr. Quand on parle de Jupiter, de Mars, on fait référence à la mythologie. De toute façon, c'est déjà d'emblée. Hein. Quand on parle de Chronos, d'Aphrodite, on est dans la mythologie, déjà, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est important aussi pour comprendre un thème. Moi, j'ai compris, je sais l'astrologie à travers la mythologie, en lisant les livres de Jean-Pierre Vernant. Et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre la thème. Parce qu'avant, un trigone Vénus-Jupiter, et après, quand j'ai lu Vernant, Zeus, Aphrodite, le thème devenait un théâtre mythologique. Et j'ai commencé à comprendre les thèmes, à pouvoir entrer. C'est comme ça que j'ai réussi. Avant, j'avais du mal. Donc la mythologie a été une clé pour moi. Mais André Barbeau, il parlait pas... Très peu. Il parlait pas très peu, André. Hein. Très peu. Lui, c'était plus la psychanalyse. Oui, il était très psychanalyse, André. Très. Hein. Ah oui. D'ailleurs, son livre... Son livre. Qui est d'ailleurs très bon. Hein. Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est très bien. Je comprends vraiment tout le système analogique. C'est un très bon livre. L'effet miroir... D'ailleurs, le drame, c'est que les livres d'André ne sont plus du tout réédités. Plus du tout. Et c'est dommage, hein, parce que de l'astrologie à la psychanalyse, il mériterait d'être réédité. Alors évidemment, quand j'en parlais à André, il me dit, oui, mais tu comprends, aujourd'hui, je le réécrirai différemment. J'ai fait, oui, mais ton livre, il est toujours valable. J'ai fait le déplacement symbolique, toutes ces règles-là, j'ai fait, ça marche toujours. Parce qu'évidemment, la psychanalyse avait évolué depuis, parce qu'il l'avait écrit très jeune, il avait 26 ans quand il a écrit ce livre. Il faut voir un peu. Hein. Et puis il l'avait laissé au fond du tiroir, parce qu'aucun éditeur n'en voulait à l'époque. Voilà. Et c'est quand il a publié son traité, au Seuil, qu'après il a pu publier la psychanalyse et l'astrologie. Il avait 26 ans quand il a fait ça. Il avait déjà tout compris. Ah oui. Non, parce qu'avant, on pensait que les astres nous envoyaient peut-être des ondes, etc. Il était très sensible au docteur René Alandi, qui l'avait beaucoup marqué. Et donc, c'est là qu'il a commencé... il a lu les premiers livres de Freud. Il était en rupture avec son frère aîné là-dessus. Son frère, lui, Armand, ne voulait pas entendre parler de psychanalyse. Il était très dans l'ésotérisme, son frère. Et il y a eu une rupture là-dessus entre eux deux. D'ailleurs, François Villiers disait qu'André avait du génie. Hein, et c'est vrai qu'il avait ce côté uranien. Hein. Ah oui, absolument. Absolument. C'est un révolutionnaire de la... C'est lui qui a rendu moderne, qui a dépoussiéré toute l'astrologie. Oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Est-ce que Berton, donc Jacques et André, ils se connaissaient, mais est-ce qu'ils s'apportaient, est-ce qu'ils s'influençaient l'un l'autre Jacques était le rédacteur en chef de la revue d'André au sein de la CIA, du Centre international d'astrologie, à travers la revue Trigone. Et ils étaient très proches l'un de l'autre, très proches. Et ils se sont brouillés. Et si j'ai une fierté dans ma vie, c'est d'avoir été l'agent de leur réconciliation. Lorsqu'il y a eu la réunion sur la péniche, je les ai convaincus l'un et l'autre de se ressouder. Et Jacques s'était fait tout beau. Il avait passé 3 heures dans sa salle de bain avant d'aller sur la péniche. Et ça, je suis très content de ça. Oui, c'était l'uranien et le neptunien. Oui, c'était 2 univers différents. Complètement différents. Mais ayant quand même en commun l'astrologie classique. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Oui, oui. Alors avec André, c'était marrant parce qu'on avait nos 2 Mercure en conjonction, tous les deux. Alors moi j'ai une conjonction Mercure-Neptune et puis lui il avait un trigone Mercure-Uranus. Quand on s'amusait à interpréter les thèmes tous les deux, c'était marrant parce qu'André en iranien des fois il allait d'un seul coup, bam, il allait directement au cœur. Et puis moi il me dit oui toi tu m'apportes tous les détails que je vois pas, mais lui il allait directement, il avait une capacité à synthétiser qui était assez impressionnante. Ah oui. Ça là-dessus moi je lui enviais ça moi. Une capacité à aller directement au point. C'était, oui. Il focalise. Ah, complètement. D'un seul coup, boum. Un rayon laser. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, oui, tout à fait. Et dans ses livres, d'ailleurs, c'est ça, il arrive à synthétiser en peu de mots. Oui. Quand il fait ses prévisions, en 3-4 lignes, il a tout dit, quoi. Là, c'est quand même quelque chose de précieux. Hein. Enfin, voilà. Et donc Jacques Berton aussi, il utilisait les transits, les révolutions. Il ne faisait pas de mondial, Berton, je crois. Berton ne faisait pas de mondial. Plus, Il utilisait les transits. Je ne crois pas qu'il ait été un fan des révolutions, ni solaires ni lunaires, qu'il traduisait et qu'il expliquait très bien dans ses cours. Mais je ne pense pas qu'il ait été un fan de cette méthode. Les progressions Du tout, très peu. Ouais. Enfin, dans ses cours, il n'y a pas ça. Mais non. Il y avait des cours un peu sur tout, y compris sur les lunes noires, sur les degrés monomères, sur les points fictifs, Priap, etc. Mais des sujets qu'enseignant, il était obligé de traiter, comme le fameux jour où André Barbeau était muet de stupéfaction lorsque je lui ai appris que j'allais traiter en séminaire la lune noire. Ah, il courait ce jour-là après. Il courait après son chapeau. Il y avait grand vent devant le centre Pompidou. Il courait après son chapeau. Et puis d'un seul coup, il me dit « Qu'est-ce que tu fais demain, Didier ?» Je fais un séminaire sur la... Oh, les bras lui en sont tombés. Oui, j'imagine sa tête. Il est presque devenu blême. Il m'a dit, c'est ça qui m'a le plus surpris, il m'a dit « Oh, toi Didier, c'est foutu. Toi Didier. » Ben, je lui ai dit, il faut bien faire, faut que les élèves aient connaissance de tout. Alors il me rajoute, dis-leur bien à tes élèves que c'est un phénomène purement féminin. Et puis coup de vent, il court après son chapeau et il revient et il me dit, mais dis-leur aussi que c'est un phénomène purement parisien. Il avait assassiné la lune noire. Pourtant, mais dans votre cercle, il y avait Jean Carteret aussi qui a beaucoup travaillé sur la lune noire. Oui, mais moi, je n'ai jamais connu. Moi non plus. Ah oui, non, c'est François Villet qui m'en avait parlé. Jean Carteret, oui, c'était l'époque d'Armand. C'est un fou complet, je crois. Alors, d'après François Villet, donc, il avait résumé la lune noire, d'après Jean Carteret, à une phrase. La lune noire, c'est la présence de l'absence et l'absence de la présence. Ça a été repris d'ailleurs beaucoup par... Mais il avait une belle phrase. Il avait une belle phrase, Carteret, sur la lune noire. C'était François qui me l'avait dit, ça. Parce que Carteret, il avait cette faculté, c'est qu'il était dans l'oralité. Donc quand il prenait la parole, il était inspiré. Et il arrivait à envoûter son parterre. Et il avait un jour dit ça, c'était François qui m'a dit, et un jour Carteret, ils étaient une réunion tous, parlaient, et puis d'un seul coup il prend la parole et dit, la lune noire, c'est une licorne qui meurt de soif près d'une fontaine par pureté. C'est magnifique. C'est très beau. Alors après, dans les faits, c'est ce que m'avait dit André, il me dit, il nous subjuguait, puis après, quand on réécoutait, on se disait, qu'est-ce qu'on fout avec ça? C'est qu'il avait ce côté-là, Carteret, extraordinaire, quoi. Bon, après, il y a ce côté, effectivement, la tour d'ivoire, la lune noire. Mais c'était un personnage incroyable, Carteret. Il paraît, très ami avec Armand, c'était deux joyeux de riz. André m'a raconté des anecdotes. Son frère aîné et lui, mais il faisait tous les cocktails mondains quand il y avait des vernissages, il rentrait, et il faisait les mages, parce qu'il touchait à tout. Ligne de la main, tarot. Et quand ils étaient ensemble, c'était vraiment deux joyeux de riz. C'était homérique. Et quand on met les deux thèmes,
Le thème d'Armand et le thème de Carteret, c'est pratiquement des jumeaux astrologiques. Ah ouais. Ouais, les deux thèmes se superposent pratiquement. Ouais. Étonnant. Hein. Ouais. Alors, juste une dernière question à propos de Jacques Berton. Il n'a rien écrit. 2 livres. Ah oui, d'accord. 2 livres. On les voit jamais. Les magies du scorpion, un livre fabuleux pour moi. Et les mystères du poisson. L'univers des poissons. L'univers des poissons. Oui, L'univers des poissons, tu peux le trouver. Par contre, les magies du scorpion, moi j'ai eu la chance de le trouver. J'en ai un exemplaire. J'en ai un exemplaire. C'était une auto-édition. Hein. Oui. Et j'ai eu la chance. Je l'ai trouvé sur Internet un jour en naviguant. Et je vois quelqu'un qui le met en vente, dis donc. C'était peut-être le mien, je ne l'ai jamais trouvé. Et donc je l'ai. J'ai un exemplaire. C'est des magies du scorpion. Oui. Oui, il a écrit 2 livres, hein, c'est ça. Hein. Oui. Mais les magies du scorpion, c'est remarquable. Et remarquablement bien illustré par des thèmes. Des thèmes, mais des citations tirées de l'univers magique des auteurs scorpions. Villiers de Linadan, Barbet d'Aurevilly, Pau, enfin des gens comme ça. Remarquable, Baudelaire. L'univers des poissons, c'est intéressant. Hein. Il est bien aussi. Oui. Il est bien aussi. Un grand écueil de l'enseignement de Berton, pour celui qui se laissait aller, c'est si on ne travaillait pas soi-même, on était emporté par le flux magique de sa parole, subjugué, sans aucun esprit critique. On buvait la parole du maître et il fallait quand même s'y mettre pour se fixer les grandes lignes directrices. Mais ça, c'est le côté des Neptuniens. Parce que quand André Carteret en fait Analogie dialectique Uranus-Neptune, les bouquins. Bon, ils se réunissaient tous les deux et il y avait quelqu'un qui tapait à la machine. Alors André Uranien et Carteret Neptune. Et André me racontait, et à l'époque André habitait rue Mouffetard. Et ils se voyaient pratiquement toutes les semaines pour développer. Alors ils étaient restés sur une thématique, ils se retrouvaient, Carteret arrivait, il arrivait avec toute autre chose. Neptune. Et il partait dans des trucs, mais. Et là, je ne sais plus qui tapait la machine, il disait bon, si on revenait à l'analogie dialectique, si on revenait à Uranus-Neptune, Jean, alors lui, ah oui, et en fin de compte, le livre, en définitive, bon, il est coécrit, mais c'est André qui l'a complètement écrit. Oui, bien Parce sûr. qu'avec Carteret, c'était pas possible. Il revenait. C'était plus le thème, il passait à autre chose. Donc c'est ça le côté, tu sais, le côté des poissons, si on n'a pas ce recul saturnien un peu critique, on se laisse embarquer. Et je dirais, pour ma part personnelle, que André m'a recentré et canalisé les cours que j'avais chez Berton. Parce qu'avant André, j'acceptais tout de Berton. Hein. C'est André qui m'a... Bah oui. T'as une conjonction Soleil-Neptune, toi, hein, c'est normal. Ah oui, t'as une sensibilité à Neptune. Hein. Et en plus, Trigone à Jupiter. Oui. Saturne aussi. Oui, donc c'est sûr que t'as une sensibilité à la chose, hein, c'est normal. Hein. Au magique. Oui. Didier, c'est... Tu veux qu'on parle de ton Voilà thème, venu en fait. le grand moment pour parler de ton thème. Donc... Didier est natif du signe de la Vierge, avec un ascendant Scorpion. Voilà. Oui. Si tu veux mon point de vue sur mon thème, Oui, si mais tu veux. tu Le diras peut-être que le c'est une cordonnier est vision toujours le mieux neptunienne. chaussé. Le cordonnier est toujours le mieux chaussé. Tu diras peut-être que c'est une vision neptunienne. Ah oui, c'est ta vision. Hein. Du thème. Je dirais donc que je suis en effet un natif de la Vierge, né le 14 septembre 40, avec 2 heures d'avance, puisqu'on était à l'heure allemande, et qu'il se caractérise par un amas en Vierge, 4 planètes en Vierge, dont le maître d'ascendant. Et cet amas en Vierge est coloré, comme tout amas planétaire, par la planète la plus lente. C'est donc que je suis un natif de la Vierge avec une contradiction, Neptune, valorisé, terriblement valorisé,
et surtout un maître d'ascendant Mars qui s'identifie à une conjonction Soleil-Neptune. Alors il y a des choses très contradictoires. Il y a un côté extrêmement conscient, Soleil et Vierge, et il y a un côté complètement idéaliste, utopique, inconscient. Et puis Mercure est en Vierge. Tout ce qu'on veut. Et puis Mercure est en Vierge. Mercure est en Vierge. Alors ta remarque est très intéressante, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Elle est même essentielle. Donc, il y a une contradiction entre le conscient et l'inconscient, mais il y a aussi une contradiction entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment petit peut être consolidé, augmenté par un Saturne angulaire, un rétrécissement, et l'infiniment grand est peut-être renforcé par une angularité de Jupiter au couchant. Alors il y a donc l'infiniment petit et l'infiniment grand qui côtoient, et André Barbeau me disait toujours, c'était son leitmotiv, Didier, tu fais une œuvre énorme, tu peins des fresques, tu sais, des fresques à la Michel-Ange, avec un pinceau d'aquarelle. Eh oui, non, mais voilà ce qu'il me disait toujours. Tu peins des fresques avec un pinceau d'aquarelle, faisant référence évidemment à ce qu'il disait, mes 1000 brèves à l'époque, il y en a maintenant 2500 et 25 000 actes de naissance, avec le pinceau d'aquarelle, le format même de ce que j'écris, les brèves. 336 prélats français, par exemple, voilà. Oui. Ça, c'est le côté vierge, mais il y en a beaucoup. Donc c'est la multiplication du petit. Alors ça, c'est la première chose. Le deuxième pôle, pour moi, c'est que mon maître d'ascendant, Pluton, s'identifie à Vénus et en Lion. Et personnellement, je me sens plus que Vierge, plus que solaire Neptune, je me sens vénusien. En ce sens que j'aime la vie. Et j'aime la vie, j'aime les plaisirs de la vie. Avec quand même une certaine noblesse, disons, la noblesse du lion. Et oui, entre la Vierge et le Lion, il y a un côté très classique. Alors, c'est Vénus en Lion, et cette identification de Pluton à cette Vénus, c'est peut-être ce qui m'a fait aimer l'opéra très très jeune, à tel point qu'en faisant l'IDEC, je voulais faire de la mise en scène de théâtre et d'opéra. Oui, mais alors, plus que... il ne faut pas oublier que ta conjonction Vénus-Pluton est en maison 9. Oui. La maison 9, quand même. Elle joue sur un autre plan. Non, mais c'est là aussi... Attends, mais laisse-moi finir. Oui. C'est la maison, quand même, des choses placées très haut, des idéaux. C'est-à-dire l'exigence. La maison 9 est une maison d'exigence. Oui. Et tu as quand même Vénus, Pluton, qui sont conjoints dans ce secteur. Donc le principe Eros-Thanatos, là, on pourrait dire Vénus-Pluton, il se joue à un autre plan dans ton thème. D'où l'exigence que tu viens d'énumérer à l'instant. Oui, alors il y a une exigence qui est culturelle avec la maison 9, mais elle n'est pas que cela, c'est que mes amours... ça, c'est autre chose. Et Dieu sait si tu as envie d'en parler, je te laisse faire. Et Dieu sait si je me permettrai pas de rentrer dans les propos, là. Mes amours sont toujours situés dans la maison 9. C'est pratiquement toujours des amours avec des personnes du lointain. Hein? Oui, c'est d'accord. Oui, mais ça, bon. Je dirais presque exclusivement. Je crois non, mais effectivement, d'ailleurs, on c'est voit la Vénus de l'ailleurs. C'est la Vénus de l'ailleurs. Mais quasiment toutes les planètes, enfin même Saturne, bon, il est conjoint en descendant. Tu as quand même, bon, il y a cette lune, mais toutes les planètes. La lune est angulaire. Il y a quand même cette élévation, enfin ce désir d'élévation. Il y a certainement un désir d'élévation. Absolument. Je ne dirais pas philosophique. Je ne dirais la philosophie m'emmerde. À part
à part un ou deux philosophes comme Alain, qui est d'ailleurs un Ornais, qui est né à Mortagne-au-Perche, et qui a écrit les propos sur le bonheur. Le bonheur, c'est bien vénusien quand même. Les propos sur le bonheur, c'est un livre formidable, mais c'est un philosophe du concret. C'est quand même c'est pas une philosophie spéculative. Je ne suis pas spéculatif. Je suis un homme avant tout de désir et de sensualité. Les sens, c'est merveilleux. La vue, l'ouïe, l'odorat, le palais, je suis un amoureux des arbres. On en viendra à ça, parce que le troisième pôle de mon thème, c'est mes 3 planètes en Taureau. Et surtout, je crois, de la conjonction Jupiter-Saturne sur la pointe de 7, en Taureau. Au plus bas... le solitaire heureux. Moi, je dirais autre chose, mais c'est pareil. Le célibataire. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Solitaire heureux, je me définis toujours heureux. Comme ça, célibataire, Saturne, heureux, Jupiter. Oui. Et c'est bien relié au soleil. Dans un autre domaine, il y a peut-être un côté ordre là-dedans. Oh, bien sûr. Il y a l'ordre saturnien, puis il y a le bon ordre jupitérien. Il y a le sens quand même d'une organisation à travers un tumulte qui arrive de tous les côtés. Je sais quand même où je vais, où je dois aller. Mercure Vierge, c'est la méthode. Hein. Oui. Vous voyez, et puis le méthode. Saturne. Donc tout ça, c'est relié. On tient comme un Neptune. Aussi. Alors les gens ne se trompent pas. Ils m'ont appelé, ils m'ont affublé d'un surnom. C'est venu comme ça. Je n'ai jamais su. Même André Barbeau avait dû sentir ça. Ils m'ont affublé du Duc Rouge, le surnom du Duc Rouge. Je pense qu'André l'avait déjà senti, ce côté duc, le côté rouge, il le savait déjà. Mais il m'a envoyé toutes ces lettres avec la mention Seigneur Didier Gélin, ce qui provoquait la stupéfaction de mon préposé au poste, de mon facteur. Un jour, il m'a dit, mais vous êtes un descendant royal ? Bon, je dis, mais pourquoi ? Mais vous recevez des lettres au nom de Seigneur Didier Gélin. Alors j'avais dit, mais non, c'est une farce. Dans la conjonction Saturne-Jupiter, il y a aussi quelque chose de très important, je crois, c'est que les gens me prennent tous pour un mondain. Quelqu'un qui aime tout le monde, qui est sociable. Mais en vérité, je suis autant saturnien que jupitérien. Je peux rester 2 mois chez moi avec mes bouquins et de la musique. Moi, ça ne me gêne pas. Mais il y a une chose essentielle, c'est que la conjonction Jupiter-Saturne et Uranus en 7 fait que moi, je suis rien. J'ai vraiment la conscience de n'être rien, d'être toute une petite poussière comme ça, mais que c'est les autres qui m'ont totalement fait. Il y a l'humilité de la terre. J'ai une maison 7 et très forte quand même, et j'ai surtout ce Jupiter en 7. Et ce Jupiter en 7 m'a ouvert, moi, toutes les portes. Tout m'arrive, mais tout m'arrive comme du pain blanc par la maison 7. Tout. Et d'ailleurs, justement, Jupiter-Uranus, comment il appelait ça comme configuration Jacques Berton, c'est un complexe un peu spectaculaire, non ? Ça va bien avec le spectacle. Le complexe spectaculaire de Berton, c'est surtout les dissonances Soleil-Jupiter. D'accord. Et surtout des Jupiter-Lion. Et d'ailleurs, mais Jupiter-Uranus aussi, c'est le mythe de Prométhée. Ah oui, et Didier est très prométhéen. C'est je suis libre, Jupiter-Uranus. Ah oui. Et ça, il a ça en 7. Oui. Donc toujours très indépendant et libre. Et ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est né sous la conjonction, quand même, et elle va se reproduire. Oui, c'est ça. Et on est en train de faire cette vidéo. Au moment où il aura la conjonction
conjonction Jupiter-Uranus sur son Uranus natal. Attends, j'ai pas fini, parce que je te vois arriver avec ton petit doigt, et ça va trigoner tout son amant en Vierge. Oui, mais toi, tu vois le bon côté des choses, ce que je vois d'habitude. Je suis pas là pour te donner des coups de bâton. Oui. Ce que je vois d'habitude et ce que je vois avec ma clientèle, parce que j'ai plutôt une réputation d'être optimiste. Mais moi, je vois autre chose là. C'est que la conjonction Jupiter-Uranus va arriver au carré de ma Lune qui représente l'œil gauche. Et que je suis opéré pratiquement au moment de ça. Et là, j'ai beaucoup de mal parce que lorsque je suis passé au bloc, je savais que c'était sur un mauvais transit sur la Lune, et je me disais, merde, c'est le gauche, difficile de savoir et savoir. Il faut que tu reportes la date. Non, je prends. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas un homme à me coucher devant les... Ça n'a rien à voir, ça. J'aime bien défier. Non, là, j'aime bien défier les choses. De toute façon, tu auras le trigone de Jupiter à ton soleil natal. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Ça protège quand même, ça vient compenser. Ça vient compenser. C'est quand même deux luminaires, alors le soleil... Oui, mais enfin, le soleil, c'est la vie, hein, c'est la vitalité. En tout cas, effectivement, Jupiter-Uranus... Il y a du pour et du contre. Alors, moi, l'aspect prométhéen qui fait quand même écho aussi à cette lune en Verseau, donc l'Astro-Liberté, le nom était bien choisi. Oui, et puis mon amour du génie de la liberté à la Bastille, dans le sens. C'est le mythe prométhéen, Jupiter-Uranus. C'est Zeus, c'est Prométhée. Et puis, il y a peut-être quelque chose, c'est que autant j'aime ma famille, et autant je suis viscéralement attaché à ma famille, mais autant j'ai toujours été un électron libre, j'ai toujours dit ce que je voulais, et en dépit de papa, de maman, du grand-père... la lune Verseau au carré d'Uranus, c'est quand même... c'est pas vrai, en plus en 4. Oui, alors si tu prends les traités d'astrologie, et tu sais combien je déteste les traités, et je dis qu'en dehors des œuvres de Barbeau, puis de quelques autres, il y a François Villet, puis il y en a d'autres, les livres d'astrologie, on devrait les foutre au feu, et que c'est pas très important. Que ce qui est important, c'est de monter des thèmes soi-même et d'avoir la réflexion. Mais à côté de ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'étais parti sur une idée. Sur la Lune. Oui, cette Lune, elle explique quand même beaucoup de choses. Elle explique mon goût initial de la préhistoire et des origines. On en parlait précédemment un peu. Comme j'avais 12-13 ans, j'étais fasciné par la préhistoire et les origines de l'homme. Et actuellement, je fais quand même des recherches de généalogie, en fin de compte. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans le conte du Didier, c'est ce qu'on appelle le déplacement symbolique. C'est sa conjonction Soleil-Neptune en Vierge. Parce que moi, je trouve par rapport à son parcours, ce que j'en connais, il a vécu Neptune à différents plans, en fin de compte. C'est-à-dire que, alors tu me reprendras évidemment, hein, tu as eu ton intérêt pour le cinéma, ensuite ton intérêt pour tout ce qui est lié à la poésie. Oui, sans nul doute. Et puis après, Didier va monter un cafcons, il va l'intituler Neptune. Neptune, c'est lié aussi à la chanson, la musique. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Toujours Soleil-Neptune en Vierge. Il va s'intéresser à l'astrologie, il va enseigner l'astrologie. Donc on est dans le registre de Neptune à différentes strates, en fait. Et il a vécu, on peut dire qu'il a vraiment épuisé Neptune. Il manque plus, et puis ton goût pour la mer, la navigation. Ah, la mer est fondamentale pour moi. Il te manque plus à faire le scaphandrier, je trouve maintenant, il te manque ça. À descendre. Ah ben, ça irait bien avec l'ascendant Scorpion. Exactement. Voilà. Les profondeurs. Mais je trouve que... Mais je suis un petit peu claustrophobe. Oui, c'est sûr que là, il faut faire attention. En tant que Jupiter angulaire et Neptune envahissant, j'aime quand même les grands espaces. Ouais. Je ne suis pas très à l'aise dans les ascenseurs. Oui, c'est sûr. Mais oui, parce qu'il y a l'argent de Neptune. Mais je trouve qu'il a vécu Neptune à différents plans. Oui. Et la mer est fondamentale pour moi. Bien sûr. Homme libre, qui en retrouve la liberté. Homme libre, toujours, tu chériras la mer. Ben oui. Homme libre, Jupiter-Uranus et Soleil-Neptune. Ah oui. Et puis, il y a tout le mystère de Neptune qui peut
même se confondre chez moi avec les mystères de la vie végétale. Le monde végétal me fascine. Tu arrives à certaines périodes de l'année, il n'y a rien. C'est que de la pierre, c'est froid, ça ne vit pas. Puis quelques semaines après, tu vois, c'est florissant, ça germe de partout. Mais c'est vrai que ton amour des arbres et tout ça, je ne savais pas. Mais les arbres me parlent. Bah, Neptune, c'est la nature. Vous voyez que c'est l'appel de la nature, Neptune. S'il y a bien une planète qui symbolise la nature, l'espace, c'est Neptune. Eh oui. Et il a quand même, Mercure, Soleil et Mercure qui encadrent Neptune. Donc, il y a là. Et puis Mercure-Mars, et puis Mars-Neptune aussi, donc ton combat aussi. Le maître d'ascendant. Ah, mais il y a toute la part humanitaire aussi militante. Dans laquelle je suis très engagé. Voilà, donc ce Neptune est quand même très fort, moi je trouve, très fort. Ouais. Je crois que il est très fort. C'est ma planète dominante. Hein. Je pense. Sans nul doute. Je pense. Mais au même titre que le Soleil. Hein. Soleil-Neptune. Oui, tout à fait. Identification du premier maître d'ascendant à Soleil-Neptune. Absolument. Alors, c'est là que je voudrais quand même mettre en avant une notion astrologique que tu as injecté tout à fait au début, le rôle de Mercure. Oui. Tu as parlé de Mercure au début. Oui. C'est la rapide. Si tu fais une notion qui m'est très chère, la notion de chaîne planétaire, il n'est plus question de dominante, il est question de chaîne. C'est-à-dire de savoir la planète locomotive qui va tirer toutes les autres. Et bien moi c'est Mercure. Parce que Mercure gouverne le Soleil, Mars et Neptune, qui eux-mêmes, pour le Soleil, gouvernent Vénus et Pluton. Vénus elle-même qui dirige les trois planètes en taureau, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chaîne planétaire et elle part de Mercure. C'est vrai que moi je te sens très alors mercurien. qu'il y a des thèmes qui ont des thèmes qui ont deux, et il y a des thèmes qui ont trois chaînes planétaires. C'est-à-dire qu'il y a trois locomotives qui tirent des petits trains. Là, il y en a un, et alors dans ce cas-là, on se demande, il y a lieu de se demander si la locomotive qui va tirer l'ensemble, elle a la puissance d'une Ferrari ou celle d'une 2 chevaux Citroën. Et c'est là que intervient la dominante planétaire. Alors moi j'ai un Mercure qui est quand même fort, puisqu'il est maître des trois autres planètes. Il est en domicile. Et il est en domicile. Mais il a quand même à tirer, à propulser des planètes qui, elles, sont dominantes. C'est-à-dire le Soleil, il est très fort, mais il n'est pas tout à fait à la hauteur, quand même. Il n'est pas tout à fait à la hauteur. Et ça, je crois que c'est quand même très intéressant, à chaque fois qu'on a un thème, de faire la chaîne planétaire. Ce qui n'est pas toujours possible, parfois ça prend alors c'est pratiquement toujours possible. Des fois, la chaîne se rompt. C'est pratiquement toujours possible, sauf s'il y a plusieurs chaînes, ou s'il y a des réceptions mutuelles. Alors, s'il y a des réceptions mutuelles, il y a des ruptures de chaîne. Absolument. Non, mais c'est vrai que d'autant plus que d'après le dessin planétaire, effectivement, Mercure est à l'entrée de la il est à l'entrée. Oui, absolument. Alors, il y a en astrologie cette notion de figure qui est quand même aussi intéressante. Elle a été exploitée par Jacques Crozier. Crozier. Bernard Crozier. Jacques Crozier. C'est Bernard Crozier. Et Berton lui-même avait un cours important qui s'appelait les figures simples et les figures complexes, qui revenait un petit peu au travail de Crozier. Et c'est intéressant, moi je ne suis pas spécialiste, mais après c'est surtout les astrologues américains, effectivement. Oui, mais il y a certaines de mes élèves qui parlent de planètes incisives. C'est intéressant. Mais je crois qu'il y a les grandes dominantes de mon thème, c'est Mercure, c'est la Vierge Neptune, qui est contradictoire. C'est Pluton s'identifiant à Vénus en Lion et en œuf,
et puis c'est la part de taureau. C'est ce que je ressens le plus. Alors évidemment, il y a aussi la Lune, qui est une Lune Verseau. Il y a une composante Terre qui est très forte, hein. Il y a quand même 7 planètes en Terre. Hein. Ah oui, ça on ne peut pas l'écarter. Ben là, c'est le jardinier. C'est le jardinier de côté, l'astrologie. J'en ai fait le côté concret. J'en ai fait un peu. À limite, heureusement qu'il y a Neptune. Neptune en Vierge, il est rationalisé. Hein. J'en ai fait un peu une image de marque en Oui, mais ça rigolant. l'ouvre justement un petit peu à autre chose. Parce que... Non, mais c'est un Neptune qui est quand même maîtrisé en Vierge. Ouais. C'est pas le Neptune qui s'évade comme ça, qui perd les pédales, qui part à la dérive. C'est un Mercure qui garde toujours une ligne quand même directrice. Non, mais Didier, voilà. il y a un bon sens terrien. Oui, quand oui, même, tout à fait. D'ailleurs, son astrologie est comme ça, hein, très pragmatique, très concrète. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup André Barbeau. Oui, oui, bien sûr. Traité pratique d'astrologie. Absolument. Oui, oui. Et à l'opposé des délires neptuniens, là, quand même. Bon, bah on va passer le bâton de Neptune. Voilà.